Manuel de recherche en sciences sociales, la 5e étape, l'observation. 1. Objectif. L'observation comprend l'ensemble des opérations par lesquelles le modèle d'analyse, constitué d'hypothèses et de concepts avec leurs dimensions et leurs indicateurs, est soumis à l'épreuve des faits, confronté à des données observables. Au cours de cette phase, de nombreuses informations sont donc rassemblées. Elles seront analysées systématiquement au cours de l'étape suivante. Comme en physique ou en chimie, l'observation peut prendre la forme de l'expérimentation, mais nous n'en parlerons pas ici car les conditions d'application de l'expérimentation sont trop rarement réunies en recherche en sciences sociales. L'observation, parfois appelée travail de terrain, est une étape essentielle dans toute recherche en sciences sociales. Ces disciplines peuvent en effet être considérées comme des disciplines empiriques, en ce sens qu'elles impliquent toujours une enquête consistant en la récolte et en l'analyse d'un matériau concret, tels que des réponses aux questions posées dans un questionnaire, des données statistiques, des propos recueillis dans le cadre d'entretiens, des documents produits par une organisation quelconque, comme une entreprise, une administration ou un journal, des documents audiovisuels ou électroniques ou encore des observations effectuées directement sur les lieux de vie des personnes étudiées. Ce matériau, concret, n'est pas pour autant un matériau brut, car il ne saurait être saisi indépendamment des outils utilisés à cette fin, concepts, méthodes et techniques. Par exemple, un taux de suicide n'est pas une réalité brute, il est une information ou une donnée construite à l'aide d'outils méthodologiques, essentiellement une définition précise de la notion de suicide, un dispositif relativement complexe de comptage des cas de suicide et un mode de calcul du taux de suicide, mais qui n'en vise pas moins à rendre compte de la réalité et qui doit donc être en concordance avec elle. Avant d'entrer dans le cœur de cette étape, il importe de bien comprendre le sens de l'observation dans la recherche sociale. Ce sens est triple. Premièrement, l'observation vise à tester les hypothèses. À ce titre, elle occupe une place nécessaire dans l'ensemble du dispositif de recherche et participe de sa cohérence générale. C'est essentiellement dans cette cohérence générale que réside la validité de la démarche. Plus précisément, la rigueur consiste en l'adéquation entre les enseignements avancés au terme de la recherche et ce qui permet de les avancer, des concepts judicieusement choisis et définis avec précision, des hypothèses explicitées et bien construites, pour ce qui concerne cette étape, des dispositifs de récolte d'un matériau empirique correctement conçu et mis en œuvre. Comme on le verra plus loin, étape 6, un scénario de recherche non linéaire, l'articulation entre les hypothèses et l'observation n'est pas forcément linéaire, comme l'indiquent les boucles de rétroaction, bien visibles dans le schéma des étapes. Dans certains dispositifs méthodologiques, il y a un va-et-vient constant entre les hypothèses et les observations, de sorte qu'elles se fécondent mutuellement. Deuxièmement, l'observation confère à la recherche un principe de réalité. Si la spéculation théorique occupe une place importante dans les sciences sociales, comme dans pratiquement toutes les disciplines scientifiques, cette spéculation doit avoir les pieds sur terre. Les idées du chercheur doivent être en concordance avec ce que la réalité sociale laisse voir d'elle-même et pouvoir se connecter à ce qu'expérimentent et pensent les personnes concernées, comme l'explique à Strauss et J. Corbin, porte-parole de la théorie enracinée, mieux connue sous son appellation anglaise originale de Grounded Theory, les fondements de la recherche qualitative, Fribourg, Academic Press, 2004, p. 22. Ceci ne signifie pas qu'il faille prendre tout propos pour de l'argent comptant, mais bien que, pour saisir quelque phénomène social que ce soit, il faut pouvoir appréhender son incidence sur les consciences de ceux et celles qui le vivent. Troisièmement, enfin et sans doute surtout, le sens profond de l'empirie est de se mettre systématiquement et délibérément en situation d'être surpris. Loin de conduire à s'enfermer dans une conviction, la construction et le formalisme de la méthode doivent au contraire contraindre à explorer des aspects du phénomène étudié qui ne cadrent pas forcément avec les intuitions de départ. Correctement conçues, les contraintes méthodologiques ne constituent pas un carcan, bien au contraire, elles servent à contraindre le chercheur à voir ce qu'il ne pensait pas voir. Car, pour se mettre systématiquement en situation d'être surpris, il faut adopter une démarche systématique qui oblige à ratisser en des lieux et selon des manières qui rendent la surprise plus que plausible, probable. Les règles en matière de construction du modèle d'analyse, de construction d'échantillons, d'analyse des données, la conduite à adopter au cours d'un entretien ou d'une observation ne sont que quelques exemples de cette systématisation de la démarche.
Tantôt les découvertes surprenantes ainsi rendues possibles emballent le chercheur car elles l'entraînent vers de nouvelles explorations, tantôt elles lui posent problème car elles réclament une remise en cause plus ou moins profonde des hypothèses. Mais telle est la loi du genre. Il en découle qu'une bonne hypothèse n'est pas une hypothèse qui se vérifie mais bien une hypothèse qui favorise la découverte. Considérer l'observation comme la récolte opportuniste de données favorables aux hypothèses de recherche que le chercheur tiendrait obstinément à vérifier est à l'opposé de l'esprit de la recherche et disqualifie son travail. Une hypothèse n'est pas une idée fixe et le travail empirique n'est pas une manipulation de données en fonction d'un préjugé ni même d'une cause, aussi généreuse soit-elle. Une certaine souplesse méthodologique est certes souhaitable et les directives et conseils présentés dans cet ouvrage ne doivent pas être appliqués de manière fétichiste ou ritualiste. Pour autant, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi n'importe comment au nom de la souplesse et de l'inventivité. Car c'est l'inventivité elle-même qui, paradoxalement, en pâtirait. Le substantif « discipline » dans le vocable « discipline scientifique » tant entré dans le vocabulaire qu'on y fait plus attention, prend ici tout son sens. Cela signifie que, quelle que soit la méthode de recueil et d'analyse des informations qu'il utilise, voire les panoramas présentés plus loin, le chercheur doit être en mesure d'expliciter sa manière de faire, de démontrer que celle-ci n'est pas arbitraire et qu'il la met en œuvre concrètement, avec rigueur et constance. Par exemple, comme on le verra dans l'étape suivante, en utilisant toujours de la même manière une même grille pour analyser des entretiens ou des documents. Concernant l'étape d'observation, cette systématisation de la démarche peut être construite autour de 3 questions auxquelles le chercheur devra répondre avant de se lancer sur le terrain ou sur la collecte de ces données. Observer quoi? Sur qui? Comment? 2. Observer quoi? La définition des données pertinentes. De quelles données un chercheur a-t-il besoin pour tester ses hypothèses? De celles définies par le modèle d'analyse, en particulier les indicateurs. Pour illustrer cette réponse, reprenons l'exemple de la recherche de Durkheim sur le suicide. Pour tester son hypothèse sur les liens entre cohésion religieuse et taux de suicide, quelles données sont nécessaires? Chacun peut répondre facilement, d'une part, des données permettant de calculer les taux de suicide de plusieurs contrées aussi peu différentes que possible, sauf bien entendu sur le plan de la religion, d'autre part, des données relatives à la cohésion religieuse. Comme la cohésion religieuse n'est pas directement observable, Durkheim a fait porter ses observations sur des indicateurs tels que l'importance numérique du clergé, le nombre de rites et de croyances partagées en commun ou la place du libre examen. En réalité, Durkheim a donc dû rassembler des données relatives, non à une simple variable en tant que telle, mais bien à plusieurs indicateurs de cette variable. Cette indispensable décomposition de la variable multiplie donc les données à récolter et exige un travail soigneusement structuré et organisé. Il a d'ailleurs été reproché à Durkheim le caractère peu opérant et assez flou de l'indicateur, place du libre examen. En outre, il faut aussi faire porter l'observation sur les indicateurs des hypothèses complémentaires. Pour estimer correctement l'impact d'un phénomène, la cohésion de la société, sur un autre, le suicide, il ne suffit pas d'étudier les relations entre les 2 seules variables annoncées par l'hypothèse. La prise en considération de variables de contrôle est indispensable car les corrélations observées, loin de traduire des liens de cause à effet, peuvent résulter d'autres facteurs qui relèvent du même système d'interaction. Par exemple, pour pouvoir établir l'impact de la religion sur le suicide, il faut vérifier si la variable socio-économique, en particulier la profession, n'est pas plus déterminante que la religion, les protestants se retrouvant davantage que les catholiques dans des fonctions de cadre liées à l'industrie et aux affaires, où les valeurs individualistes, responsabilité personnelle, liberté de penser, esprit d'entreprise sont davantage présentes. Il faudra donc récolter un certain nombre de données relatives à d'autres variables que celles explicitement prévues dans les hypothèses principales. Pour éviter aux chercheurs d'être submergés par une masse trop volumineuse de données difficilement contrôlables, cet élargissement de la récolte des données sera néanmoins mené avec parcimonie. Sur quelque phénomène que ce soit, il est possible de produire ou de récolter une infinité de données. Mais quelle signification leur attribuer si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre d'un modèle d'analyse ? En recherche sociale, il s'agit au contraire de se concentrer sur les données utiles à la vérification des hypothèses. Ces données nécessaires sont appelées très justement les données pertinentes. Le problème de la définition des données nécessaires pour tester les hypothèses n'est pas aussi simple qu'il paraît de prime abord.
Il n'existe aucune procédure technique permettant de résoudre cette question de manière standardisée. De ce point de vue comme de beaucoup d'autres, chaque recherche est un cas d'espèce que le chercheur ne peut résoudre qu'en faisant appel à sa propre réflexion, en tenant compte de certaines contraintes pratiques. Pour s'aider dans cette tâche, il dispose de guides, les hypothèses, et de points de repère, les indicateurs. Le meilleur moyen de définir aussi justement que possible les données pertinentes utiles au travail empirique consiste donc à élaborer un modèle d'analyse aussi clair, précis et explicite que possible. 3. Observer qui ? Le champ d'analyse et la sélection des unités d'observation. 3.1. Le champ d'analyse. Il ne suffit pas de savoir quel type de données devront être rassemblées. Il faut encore circonscrire le champ des analyses empiriques dans l'espace géographique et social et dans le temps. À cet égard, deux situations peuvent se présenter. Première situation, le travail porte sur un phénomène ou un événement singulier, par exemple les réseaux de communication au sein d'un service hospitalier particulier, le recrutement d'une école ou l'échec d'une conférence internationale. Dans ce cas, l'objet du travail définit lui-même de facto les limites de l'analyse et le chercheur ne rencontrera pas de difficultés à cet égard. Pour éviter les malentendus et travailler sans se disperser, il lui sera néanmoins nécessaire de préciser explicitement les limites du champ d'analyse, même si elles semblent évidentes, période de temps prise en compte, zone géographique considérée, organisation et acteurs sur lesquels portera l'attention, etc. La seconde situation est celle du suicide de Durkheim. Le chercheur met l'accent non sur des phénomènes singuliers, mais bien sur des processus sociaux. Dans ce cas, des choix s'imposent. Par exemple, Durkheim a dû choisir les pays sur lesquels faire porter son analyse. Ces choix doivent être raisonnés en fonction de plusieurs critères. Au premier rang d'entre eux se trouvent les hypothèses de travail elles-mêmes et ce qu'elles dictent au bon sens. Comme nous l'avons vu plus haut, les hypothèses de Durkheim l'ont obligé pratiquement à choisir, comme principal champ d'analyse, des pays aussi peu différents que possible les uns des autres, sauf sur le plan de la religion. En réalité, il est très courant que de telles implications s'imposent assez naturellement aux chercheurs. Un deuxième critère très important dans la pratique est la marge de manœuvre du chercheur, les délais et les ressources dont il dispose, les contacts et les informations sur lesquels il peut raisonnablement compter, ses propres compétences et aptitudes, notamment linguistiques, etc. On ne s'étonnera pas que, le plus souvent, le champ de recherche soit situé dans la société où le chercheur vit lui-même. A priori, cela ne constitue ni un inconvénient ni un avantage. Quoi qu'il en soit, le champ d'analyse demande à être très clairement circonscrit. Une erreur courante chez les chercheurs débutants consiste à le choisir beaucoup trop large. Un étudiant réalisera volontiers un travail sur le sous-développement à partir d'un examen sommaire de diverses données relatives à une bonne dizaine de pays différents tandis que, pour sa part, un chercheur qui prépare une thèse de doctorat concentrera ses analyses sur une communauté de dimension très réduite dont il étudiera avec soin l'histoire, le fonctionnement politique, les structures sociales et économiques et les représentations culturelles et religieuses, par exemple. Paradoxalement, le travail empirique n'apporte souvent des éléments fiables de contrôle d'hypothèses de caractère général que si lui-même se présente comme un examen précis et approfondi de situations singulières. 3.2 L'échantillon. Le propre des spécialistes en sciences sociales, et singulièrement des sociologues, est en principe d'étudier les ensembles sociaux, par exemple une société globale ou des organisations concrètes dans une société globale, comme des totalités spécifiques, différentes de la somme de leurs parties. Ce sont le plus souvent les comportements d'ensemble qui les intéressent au premier chef, leur structure et les systèmes de relations sociales qui les font fonctionner et changer, et non, pour eux-mêmes, les comportements des unités qui les constituent. Toutefois, l'étude d'un ensemble nécessite souvent de passer par l'étude de ses éléments constitutifs. Pour connaître les tendances présentes dans une population, concernant par exemple les opinions politiques, il sera indispensable d'examiner les opinions d'un échantillon d'individus qui composent cette population. Pour connaître le mode de fonctionnement d'une entreprise, il faudra, le plus souvent, interroger ceux qui en font partie, même si l'objet d'étude est constitué par l'entreprise elle-même et non par son personnel. Pour étudier l'idéologie d'un journal, il faudra analyser les articles publiés, même si ces articles ne constituent pas, en eux-mêmes, l'objet de l'analyse. La totalité de ces éléments, ou des unités, constitutives de l'ensemble considéré, est appelée
Population, ce terme pouvant désigner aussi bien un ensemble de personnes, d'organisations ou d'objets de quelque nature que ce soit. Une fois la population délimitée, par exemple la population active d'une région, l'ensemble des entreprises d'un secteur industriel ou les articles publiés dans la presse écrite sur un sujet donné au cours d'une année, il n'est pour autant pas toujours possible, ni d'ailleurs utile, de rassembler des informations sur chacune des unités qui la composent. La banalisation des sondages d'opinion a appris au grand public qu'il était possible d'obtenir une information fiable relativement à une population de plusieurs dizaines de millions d'habitants en n'interrogeant que quelques milliers d'entre eux. Cependant, le recours aux techniques d'échantillonnage n'est pas propre aux sondages d'opinion qui, lorsqu'ils sont effectués indépendamment d'une problématique théorique, comme c'est habituellement le cas, ne relèvent pas de la recherche en sciences sociales en tant que telle. Ces techniques peuvent être utilisées dans les buts les plus variés. Par exemple, un auditeur d'entreprise analysera un échantillon représentatif des milliers de factures annuelles pour en retirer des informations relatives à la totalité des factures envoyées ou reçues par l'entreprise. Un bibliothécaire examinera un échantillon représentatif des ouvrages possédés afin d'estimer leur état général de conservation. Le responsable marketing d'une entreprise sélectionnera un échantillon représentatif de ses clients pour tester l'impact d'une campagne de publicité qu'il envisage de lancer. Cependant, et en dépit de leurs nombreux avantages, les techniques d'échantillonnage sont loin de constituer la panacée en recherche sociale. Qu'en est-il exactement ? Lorsque le chercheur a circonscrit son champ d'analyse, 3 possibilités s'offrent à lui, soit recueillir des données et faire finalement porter ses analyses sur la totalité de la population couverte par ce champ, soit se limiter à un échantillon représentatif de cette population, soit n'étudier que certaines composantes très typiques, bien que non strictement représentatives, de cette population. Le choix est en fait assez théorique car, le plus souvent, l'une des solutions s'impose naturellement, compte tenu des objectifs et des conditions de la recherche. A. Première possibilité, étudier la totalité de la population. Le mot « population » doit donc être compris ici dans son sens le plus large, celui d'ensemble d'éléments constituant un tout. L'ensemble des factures d'une entreprise, des livres d'une bibliothèque, des élèves d'une école, des articles d'un journal ou des clubs sportifs d'une ville constituent autant de populations différentes. La recherche de Durkheim portait sur l'intégralité de la population considérée puisque ses analyses se fondaient sur des données statistiques nationales. Cette formule s'impose souvent dans 2 cas qui se situent aux antipodes l'un de l'autre, soit lorsque le chercheur, analysant des phénomènes macrosociaux, les taux de suicide par exemple, et étudiant la population en tant que telle, n'a dès lors pas besoin d'informations précises sur le comportement des unités qui la composent, mais uniquement des données globales disponibles dans les statistiques, soit lorsque la population considérée est très réduite et peut être étudiée entièrement elle-même. B. Deuxième possibilité, étudier un échantillon représentatif de la population. Cette formule s'impose lorsque 2 conditions sont réunies. Lorsque la population est importante et qu'il faut récolter beaucoup de données sur les individus ou unités qui la composent. Lorsque, sur les points qui intéressent le chercheur, il est important de recueillir une image globalement conforme à celle qui serait obtenue en interrogeant l'ensemble de la population, bref lorsque se pose un problème de représentativité. L'exigence de représentativité est moins fréquente qu'on ne le pense parfois, il ne faut pas confondre scientificité et représentativité. Pour mieux connaître des groupes ou des systèmes de relations, il n'est pas forcément pertinent, sur le plan sociologique, de les étudier comme des sommes d'individualité. Sans doute n'est-il pas inutile de s'interroger sur la signification de la notion de représentativité, trop souvent évoquée avec légèreté sur le plan épistémologique. Ceux qui s'intéressent à cette question peuvent consulter notamment le métier de sociologue, aussi, p. 243, qui cite le cas du two-step flow of communication pour montrer l'erreur qu'engendre une utilisation peu lucide du principe de représentativité, exemple repris de Katz, The Two-Step Flow of Communication, en up-to-date report en hypothésie, Public Opinion Quarterly, vol. 21, 1957, p. 61 à 78. Nous ne nous attarderons pas ici sur les techniques d'échantillonnage proprement dites, trop spécifiques pour entrer dans le cadre de ce livre. Comme pour toutes les questions très techniques, il existe de nombreux ouvrages que l'on peut se procurer dans n'importe quelle bibliothèque de sciences sociales.
Si ces techniques ne sont généralement guère difficiles à comprendre, leur mise en œuvre est souvent plus compliquée en raison des imperfections et des difficultés d'accès aux bases de sondage, registres de l'état civil, annuaires et listes diverses censées contenir les noms de toutes les unités de la population, et aux données statistiques qui permettent d'établir des quotas, ou encore du travail d'enquêteurs dont l'absence de scrupules ou de compétences peut ruiner la fiabilité de l'échantillon. Troisième possibilité, étudier des composantes non strictement représentatives, mais caractéristiques de la population. Cette formule est sans doute la plus courante. Lorsqu'un chercheur souhaite étudier par exemple la manière différenciée dont plusieurs journaux rendent compte de l'actualité économique, la meilleure solution consiste à analyser dans le détail quelques articles de ces différents journaux qui portent sur les mêmes événements, de manière à procéder à des comparaisons significatives. Vouloir constituer un échantillon représentatif de l'ensemble des articles de chaque journal sur une base aléatoire est théoriquement possible, mais exigerait un échantillon très vaste, vu la grande diversité des thèmes et formats d'articles, et l'analyse de son contenu réclamerait un travail extrêmement long et laborieux. Pour étudier l'impact du mode de gestion du personnel des entreprises sur les performances au travail, un autre chercheur se contentera avec raison d'étudier en profondeur le fonctionnement d'un petit nombre d'entreprises très caractéristiques des principaux modes de gestion du personnel. Dans les cas où le chercheur envisage une méthode d'entretien semi-directif, voire plus loin, le plus souvent, il ne peut se permettre d'interviewer que quelques dizaines de personnes. Dans ce cas, le critère de sélection de ces personnes est généralement la diversité maximale des profils en regard du problème étudié. Ainsi, par exemple, dans une recherche intensive sur les différents modes de réaction d'une population à la rénovation de son quartier, on cherchera à diversifier au maximum les types de personnes interrogées à l'intérieur de cette population en tenant compte notamment de critères d'âge, de genre, de situation familiale, d'occupation, de conditions socio-économiques et d'origine culturelle. En diversifiant au maximum les profils, le chercheur se donne les plus grandes chances de recueillir les réactions les plus variées et les plus contrastées. Au fur et à mesure que les interviews s'accumulent et révèlent leurs enseignements, l'apport de chaque interview supplémentaire sera de moins en moins original. Bien que le chercheur ait veillé à diversifier les profils, le contenu des réponses arrivera à un moment à saturation et les dernières interviews n'apporteront pratiquement plus rien qui n'ait déjà été exprimé par un répondant précédent. C'est à ce moment de saturation que le chercheur pourra mettre légitimement un terme à ses interviews et qu'il pourra estimer que son échantillon de répondants, bien que non strictement représentatif, est néanmoins valide. 4. Observer comment ? Les instruments d'observation et la collecte des données. Dans ce troisième point, nous exposerons d'abord les principes d'élaboration des instruments d'observation. Cet exposé sera illustré par deux exemples qui permettront de saisir la manière dont s'opère le passage du concept et de ses indicateurs aux techniques de recueil des données. Nous traiterons ensuite des différentes opérations qui font partie du travail de la phase d'observation et présenterons enfin un panorama des méthodes de collecte les plus courantes. Deux applications supplémentaires seront encore présentées dans la dernière section de cet ouvrage. 4.1 L'élaboration des instruments d'observation. Cette phase du travail d'observation consiste à construire l'instrument capable de recueillir ou de produire l'information prescrite par les indicateurs. Cette opération ne se présente pas de la même façon selon qu'il s'agit d'une observation directe ou indirecte. A. L'observation directe et l'observation indirecte. L'observation directe est celle où le chercheur procède directement lui-même au recueil des informations sans s'adresser au sujet concerné. Elle fait appel à son sens de l'observation. Par exemple, pour comparer le public du théâtre à celui du cinéma, un chercheur peut compter les gens à la sortie, observer s'ils sont jeunes ou vieux, comment ils sont habillés, etc. Autre exemple, pour étudier la structuration spatiale et sociale d'un quartier, un chercheur peut observer les types d'habitations, maisons unifamiliales, immeubles à appartements, la place occupée par les bâtiments publics par rapport aux bâtiments privés et le soin apporté aux uns et aux autres, l'espace public laissé accessible à tous sans condition d'accès par rapport à l'espace privatisé, etc. La particularité et l'avantage de l'observation directe sont que les informations recueillies par le chercheur sont brutes, dans le sens où elles n'ont pas été spécialement aménagées, voire arrangées pour lui. Les sujets observés, par exemple les amateurs de théâtre et de cinéma, ou les personnes qui fréquentent le quartier, n'interviennent pas dans la production de l'information recherchée.
Celle-ci est directement prélevée par l'observateur. On s'inspire ici d'échanges avec Daniel Baudson, sociologue belge de l'espace. Dans le cas de l'observation indirecte, le chercheur s'adresse au sujet pour obtenir l'information recherchée. En répondant aux questions, le sujet intervient dans la production de l'information. Celle-ci n'est pas prélevée directement et est donc moins objective. En fait, il y a ici deux intermédiaires entre l'information recherchée et l'information obtenue, le sujet à qui le chercheur demande de répondre et l'instrument constitué des questions à poser. Ce sont là deux sources de déformation et d'erreur qu'il faudra contrôler pour que l'information apportée ne soit pas faussée, volontairement ou non. Dans l'observation indirecte, l'instrument d'observation est soit un questionnaire, soit un guide d'entretien. L'un et l'autre ont comme fonction de produire ou d'enregistrer des informations requises par les hypothèses et prescrites par les indicateurs. Dans le premier exemple ci-dessous, portant sur les comportements sexuels et attitudes face au risque du sida, l'instrument d'observation est un questionnaire. Dans le second exemple, portant sur le mouvement blanc, l'instrument d'observation est un guide d'entretien. Pour montrer la continuité entre l'observation et l'analyse, ces deux exemples seront repris dans l'étape suivante consacrée à l'analyse des informations. Sur le plan éthique, selon qu'elle est directe ou indirecte, l'observation soulève des questions assez spécifiques. Pour l'observation indirecte, toutes les questions abordées en traitant de l'entretien exploratoire, deuxième étape, restent d'actualité et d'autres relatives à l'analyse du matériau récolté seront présentées plus loin, sixième étape. Pour l'observation directe, tant la question de la présentation du cadre de la recherche que celle du consentement se posent de façon sensiblement différente. Même si les objectifs de la recherche sont présentés à un commanditaire ou à un acteur intermédiaire, responsable politique ou administratif, animateur communautaire, ce qui n'est pas toujours le cas, il est fréquent que les personnes dont les activités sont observées, public d'un spectacle, clients d'un centre commercial, manifestants, simples usagers d'un espace public, ne soient pas au courant qu'ils sont observés par un chercheur. Il n'est donc pas question non plus de consentement à cette observation. Ceci ne signifie pas que le chercheur soit dispensé de toute responsabilité éthique à l'égard de ces personnes, bien au contraire. Celle de veiller à éviter des désagréments pour l'ensemble de ces personnes lui incombe pleinement. Et même celle d'obtenir leur consentement peut se poser au moment de la publication des analyses. Au besoin, le chercheur retournera alors sur le terrain, tout en explicitant sa démarche, pour obtenir le consentement des personnes impliquées dans l'utilisation des données recueillies. En cas d'enquête dissimulée, à tous, s'ajoute la question de la potentielle rupture de confiance et celle de la gestion du sentiment de trahison lorsque l'enquête sera révélée. Dans un tel cas, c'est le rôle que le chercheur dissimulé a choisi d'adopter qui lui sert de cadre et qui sert de balise à ses interventions, voir, par exemple, G. Walraff, Tête de Turc, Paris, La Découverte, 1986. B. Premier exemple, comportement sexuel et attitude face au risque du sida. L'observation consiste à rassembler toutes les informations désignées par les indicateurs. Si l'on opte pour la récolte des données par questionnaire, celui-ci comprend l'ensemble des questions couvrant les indicateurs de tous les concepts impliqués par les hypothèses. Chaque question correspond à un indicateur et a pour fonction de produire, par les réponses qui y sont apportées, l'information nécessaire au test des hypothèses. Dans le prolongement de l'étape précédente, construction du modèle d'analyse, on considérera successivement le modèle d'analyse CAB et le modèle d'analyse du réseau social, de même que l'on se focalisera sur les déterminants des comportements plutôt que sur les comportements eux-mêmes. Le modèle d'analyse CAB. Dans ce modèle, les connaissances, les croyances et les attitudes sont censées expliquer les comportements. Les trois hypothèses principales interrogent donc le lien entre les connaissances, les croyances et les attitudes d'une part, et les comportements d'autre part. Mais le modèle est plus riche que cela et intègre aussi des hypothèses qui établissent un lien entre les trois premiers concepts. Nous allons expliquer la procédure à partir de l'hypothèse suivante. Mieux une personne connaît les modes de transmission du VIH et les moyens de protection contre ce virus, moins elle court de risque d'en être contaminée lors de relations sexuelles. Pour soumettre cette hypothèse à l'épreuve des faits, il faut mesurer le degré de connaissance des modes de transmission et des moyens de protection et le degré de prise de risque de contamination par le VIH lors de relations sexuelles. Procédons dans l'ordre. À l'étape précédente, nous avons présenté le concept de connaissance et ses deux composantes, les modes de transmission du VIH et les moyens de protection contre ce virus.
Pour ce qui concerne tout d'abord la dimension des modes de transmission du virus, les indicateurs retenus sont rappelés dans la première colonne du tableau suivant. En regard de chaque indicateur sont repris là où les questions correspondantes ainsi que les emplacements prévus pour l'enregistrement des réponses. Cet exemple n'est qu'une illustration du lien entre indicateur et question. On retrouve de nombreuses questions de ce type dans les enquêtes inspirées, en tout ou en partie, du modèle CAB. Les modalités de réponse font partie des questions. Dans ce tableau, on suppose qu'il s'agit de questions de connaissance et on trouve dès lors normal de limiter les réponses à oui, non et je ne sais pas. En effet, ou bien le répondant sait si l'on peut être ou non contaminé par une piqûre de moustique ou bien il ne sait pas. S'il connaît la position des scientifiques selon laquelle la piqûre de moustique n'est pas contaminante, il répondra non. Mais on aurait pu considérer qu'il s'agissait plutôt d'une question de croyance, dans lesquelles interviennent des phénomènes psychiques de confiance et d'interprétation des messages officiels. Par exemple, il est possible que le répondant se méfie des avis des spécialistes sur l'éventuelle contamination par une piqûre de moustique. Dans ce cas, il aurait été plus normal de lui proposer davantage de possibilités de réponse, par exemple, le risque est faible mais il existe, ou encore, on dit que non mais je me méfie. Les comparaisons de nombreuses enquêtes menées dans différents pays montrent que les résultats enregistrés dépendent fortement des modalités de réponse proposées. J. Marquet, Zantedeschi et P. Winan, Knowledge ont archivé IDS Mode of Transmission and Means of Protection in Different European Countries, Analyse d'hygiène, vol. 9, N4, 1997, 265 à 272. À titre d'exemple, lorsque le choix est dichotomique, oui ou non, le taux de réponse correcte du point de vue des messages de prévention grimpe spectaculairement, mais peut être artificiellement puisque celui-ci masque les hésitations des répondants par rapport à ces messages. Cet exemple montre que les modalités de réponse proposées font partie intégrante de la question et interviennent directement dans le processus de production des données. Des ouvrages de méthode traitent spécifiquement de cette question, notamment F. Lorenzi-Cioldi, Question de méthodologie en sciences sociales, Lausanne, Delachaux et Niestlé, 1997. Jusqu'où pousser la récolte de données ? Faut-il rédiger des questions pour tous les indicateurs de la dimension du concept ? Pour la dimension des modes de transmission du VIH, on observe qu'un indicateur peut tantôt être traduit par une question, tantôt par plusieurs. On conçoit aisément que le registre des pratiques sexuelles aurait pu être passablement élargi. De même, si l'on a ici retenu 3 indicateurs renvoyant à des situations et activités de la vie quotidienne, la liste est loin d'être exhaustive. Ainsi, dans certaines enquêtes figuraient aussi des indicateurs relatifs au fait de manger dans le plat de quelqu'un d'autre ou de consommer un plat préparé par une personne séropositive, ou au fait de serrer la main ou de toucher quelqu'un, etc. Tant le nombre de questions que celui des indicateurs doit donc être examiné par le chercheur. Dans l'esprit des personnes, les modes de transmission du virus sont potentiellement très nombreux. Il n'est pas sage de prendre quelques indicateurs au hasard et de les transformer en questions. Il faut, au contraire, trouver une série d'indicateurs exprimant les divers degrés de connaissance que l'on souhaite repérer. Pour chaque degré, il est même souhaitable d'avoir plusieurs indicateurs. L'idéal est donc d'obtenir, pour chacune des composantes, une batterie d'indicateurs marquant les divers degrés de connaissance. Ainsi, dans l'exemple qui précède, retrouve-t-on d'abord des indicateurs portant sur des modes de transmission avérés et qui ont été la cible des messages de prévention, puis des faux modes de transmission moins présents dans les campagnes de prévention. Pour les questions traduisant les indicateurs de la dimension, moyens de protection, tableau ci-contre, on remarquera que les réponses proposées correspondent à une échelle indiquant un degré, plus ou moins élevé, d'efficacité, et ce, bien qu'il s'agisse de questions de connaissance. Ce choix s'explique par le flou relatif de certaines situations proposées, autrement dit par l'impossibilité de préciser toutes les éventualités liées aux moyens de protection considérés. Ainsi, le préservatif masculin peut être un moyen de protection efficace à la condition d'être placé à temps, d'être utilisé adéquatement, de ne pas se rompre, etc., de sorte que plusieurs réponses sont possibles selon que le répondant considère ces conditions comme remplies ou non. Envisager dans le questionnaire toutes les situations possibles, avec toutes leurs nuances, n'est guère réaliste et risque de lasser le répondant. Si, en outre, les questions lui semblent indiscrètes, il peut refuser de poursuivre ou, pire, fournir des réponses trompeuses.
Mieux vaut donc se limiter aux questions et possibilités de réponse les plus pertinentes, d'autant plus que, dans l'analyse, la multiplication des réponses sera moins intéressante que la comparaison entre elles. Le modèle du réseau social. À l'étape de construction du modèle d'analyse, le concept de réseau social a été déployé en 3 dimensions et 11 indicateurs. À l'analyse, Marquet et al. Aussi, 1997, s'agissant d'expliquer les modèles idéaux des individus en matière de couple, il s'est avéré que certains indicateurs jouaient un rôle plus déterminant que d'autres. Certains indicateurs ont pu dès lors être mis entre parenthèses, ce qui a permis d'alléger le questionnaire. Ce tableau présente une version extrêmement réduite du modèle d'analyse où l'on s'en tient aux indicateurs déterminants, le degré d'insertion du partenaire, principal, dans le cercle amical pour la dimension de la structure du réseau, le contrôle social exercé par le partenaire, principal, pour la dimension du contrôle social du réseau, les normes pratiques du cercle familial et du cercle amical pour la dimension des normes pratiques du réseau. Les comportements sexuels. Même si l'on a décidé de se concentrer sur les déterminants des comportements plutôt que sur les comportements eux-mêmes, il n'est pas inutile de s'arrêter quelques instants sur les difficultés d'opérationnalisation du concept de comportement sexuel. L'une d'elles a déjà été discutée ci-dessus, jusqu'où pousser la récolte de données, la liste des comportements sexuels à investiguer est potentiellement très longue et le chercheur est donc amené à opérer une sélection raisonnée. Nous n'y reviendrons pas. Mais cet exemple permet de discuter d'autres difficultés assez communes dans les enquêtes par questionnaire. Comment gérer les questions sensibles ? Que la sexualité soit un sujet d'investigation délicat n'échappera à personne. C'est également le cas de nombreux autres sujets qui comportent un risque de stigmatisation comme la maladie et le handicap ou comme certains comportements déviants. Si la plupart des recherches portent sur des sujets moins sensibles, celui de la sexualité est un bon cas de figure car il permet de mieux saisir la nature d'une difficulté qui se pose, à des degrés généralement moindres, pour d'autres questions. Dans les sociétés contemporaines, la grande majorité des comportements sexuels relèvent, sinon de l'intime, à tout le moins de la sphère privée. Accepter de révéler ses actes à l'occasion d'une enquête ne va donc pas de soi. Le caractère indiscret d'une enquête sur les comportements sexuels des individus peut d'ailleurs réduire considérablement le taux de réponse. Faut-il pour autant abandonner toute perspective de recherche sur cette thématique ? Assurément pas. Peu de femmes refuseront de se déshabiller pour un examen gynécologique, peu d'hommes refuseront d'en faire de même pour un examen urologique, peu de personnes s'opposeront à une telle demande formulée par leur médecin, pour la simple raison que la demande est en phase avec l'intervention ou l'examen qui doit être pratiqué. Ces demandes formulées par ces différents professionnels de la santé apparaissent dès lors légitimes. Il en est de même en sciences humaines et sociales où le questionnement doit être légitimé par les objectifs de la recherche. Cette légitimité, le chercheur doit bien évidemment l'asseoir en amont de la passation du questionnaire en présentant les objectifs de la recherche, connaissance des comportements à risque de contamination, réduction de la vitesse de diffusion du virus, mise au point de programmes de prévention, mais elle se joue aussi tout au long de l'administration du questionnaire. Sur ce point, l'analogie avec l'examen médical peut être poursuivie. Malgré les gestes à poser, le médecin veillera à protéger la pudeur de la patiente en couvrant les parties du corps qui ne doivent pas être dénudées pour l'examen, en expliquant les actes posés, en choisissant avec soin les mots pour s'exprimer. Le chercheur en sciences humaines et sociales procédera de même, son questionnement doit être proportionné aux objectifs de la recherche. Il ne s'agit pas d'explorer toute la vie sexuelle des personnes interrogées, mais de sélectionner adéquatement les indicateurs les plus pertinents pour pouvoir mettre les hypothèses à l'épreuve. D'une culture à l'autre, d'un contexte à l'autre, les questions et la manière de les poser peuvent cependant varier. Le chercheur doit résoudre la tension entre la nécessité de récolter des données qui pourraient l'entraîner trop loin et la sensibilité culturelle qui pourrait l'inciter à ne pas investiguer. Il veillera aussi à expliquer les raisons d'être de son questionnement. Il choisira son vocabulaire avec soin. Sur ce point, le vocabulaire de la sexualité est particulièrement riche en métaphores. Une même pratique peut être évoquée avec un vocabulaire scientifique, de sens commun ou d'argot. Si l'on veut attester le sérieux de la recherche et éviter de choquer inutilement, a priori, ce dernier registre sera écarté. Mais le registre scientifique ne s'impose pas nécessairement d'emblée, car il faut s'assurer que les termes employés seront compris par le plus grand nombre.
Ce problème de légitimité est plus aigu encore pour les étudiants qui effectuent une recherche dans le cadre d'un travail universitaire que pour les chercheurs professionnels. De quel droit un étudiant se permet-il d'explorer la vie d'autres personnes à seule fin d'obtenir son diplôme? A-t-il reçu une formation et acquis une expérience suffisante pour cela? S'est-il seulement informé des principes éthiques et des règles déontologiques en vigueur? Chacun doit bien mesurer ici ce qu'il est en mesure de faire, tandis que ceux qui encadrent le travail doivent se rendre compte de leurs propres responsabilités. Faut-il faire porter les questions sur des faits matériels, actes ou comportements, ou sur des attitudes et opinions? Lorsque le chercheur a l'intime conviction qu'il n'est guère possible d'interroger une population au sujet de certains actes ou comportements, il lui reste une solution, étudier les attitudes et les opinions. Dans toute société, certains actes ont une faible légitimité sociale et peu de personnes seront disposées à les déclarer, de sorte que des questions directes sur leurs pratiques risquent d'obtenir peu de réponses ou des réponses peu fiables. Pour contourner l'obstacle, on procède par questions indirectes, en demandant aux répondants d'exprimer leur attitude à l'égard de ces actes à faible légitimité ou à l'égard des personnes qui les posent. Relativement au comportement sexuel, cette façon de procéder permet de remplir un second objectif, appréhender les dispositions de personnes n'ayant pas encore commencé de vie sexuelle active. Pour cela, plutôt que de porter sur des actes non encore accomplis, le questionnaire porte sur les attitudes ou les opinions. Cette manière de procéder est fréquente sur de nombreux sujets où le point de vue de non-pratiquants doit être également pris en compte, par exemple le tabagisme, la consommation d'alcool ou la conduite automobile. Il existe plusieurs manières de procéder. En voici 3, présentés par des exemples concrets dans les 3 tableaux qui suivent. La présentation en est volontairement réduite. Généralement, ces questions se retrouvent dans des listes beaucoup plus longues traitant d'une grande diversité de comportements. Les propositions de ces 3 exemples sont extraites ou inspirées de questionnaires sur les comportements sexuels et attitudes face au risque du sida ou des différentes versions de l'European Value Study. D'un exemple à l'autre, on notera que les questions se présentent sous des formes sensiblement différentes. Les unes et les autres ne se prêtent pas aux mêmes opérations d'analyse statistique. Dans le premier exemple, la variable enregistrant les réponses à la question est une variable nominale, c'est-à-dire une variable de nature qualitative dont les modalités ne sont pas hiérarchisées. Oui est simplement différent de non et de je ne sais pas. Dans le deuxième exemple, après avoir résolu le cas des je ne sais pas et des non-réponses, la variable est aussi qualitative et sera dite ordinale dans la mesure où les 4 premières modalités de réponse sont ordonnées, de l'accord le plus élevé à l'accord le plus faible. Dans le troisième exemple, et après avoir là aussi résolu le cas des « je ne sais pas » et des « non-réponses », l'information saisie prend l'allure d'une variable quantitative, où le nombre exprime le degré selon lequel le répondant justifie ou non le comportement. À titre d'exemple, on perçoit directement que le calcul de la réponse moyenne des répondants n'aura de sens que dans ce dernier cas. Pour les 2 premiers, il faudra se contenter de traitements plus basiques. On reviendra de façon un peu plus détaillée sur les différents types de variables lors de la 6e étape de la démarche de recherche, l'analyse des informations. Avant de construire un questionnaire, il est donc nécessaire de réfléchir au traitement des données qui seront envisagées afin de donner aux questions les formes requises. Nombre de manuels d'analyse statistique discutent de ces problèmes. Après avoir construit le questionnaire, il est une opération dont on ne peut se passer et qui vaut plus que tous les conseils. Elle consiste à prétester le questionnaire auprès d'un petit nombre d'individus appartenant aux diverses catégories du public concerné par l'étude, mais si possible différents de ceux retenus dans l'échantillon. Ce test préalable permet bien souvent de détecter les questions déficientes, les oublis, les ambiguïtés et tous les problèmes que soulèvent les réponses. Le test du questionnaire peut révéler qu'un terme est incompris ou inconnu de beaucoup de personnes et qu'il faut expliquer sa signification dans la question, ou encore que certaines questions apparaissent choquantes ou déplacées et qu'il convient alors de les formuler autrement. Il peut aussi révéler que le questionnaire est peu adapté à la situation de certaines personnes. Ce n'est qu'après avoir testé et corrigé le questionnaire que l'on procédera à la collecte des données.